tu ne peux pas simplement disparaître, a claqué ma mère. Tu as ruiné la vie de ton frère. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de cette famille, a ajouté mon père. Je n'ai pas discuté, je suis simplement parti. 3 jours plus tard, ils étaient à ma porte, me suppliant de les accueillir. J'aurais dû m'en douter, mais dans notre famille, Noël était toujours sacré, peu importe à quel point les choses se refroidissaient pendant l'année, peu importe les choses passives-agressives qui étaient dites lors des anniversaires ou ignorées dans les conversations de groupe. Le 24 décembre signifiait toujours une chose, nous nous réunissions, nous sourions, nous mangions trop de jambon glacé au miel et nous faisions bonne figure. Alors je me suis présenté comme toujours, cadeau à la main, 5 d'entre eux soigneusement choisis, emballés avec attention, un pour chacun, ma mère, mon père, mon frère, sa femme et leur bébé. Un jouet haut de gamme pour mon neveu, un flacon de parfum vintage pour ma mère dans son parfum floral préféré, un vinyle rare pour la collection de mon père, un livre personnalisé sur le leadership pour mon frère, ironique avec le recul, et un chèque cadeau pour un spa pour sa femme, qui avait toujours l'air à 2 minutes du burn-out. J'ai passé des heures à choisir chaque chose, payé pour une expédition accélérée, emballé à la main, ruban assorti et tout le reste, car quoi qu'il arrive, je croyais toujours que se présenter avec amour comptait. Ce matin-là, je me suis bouclé les cheveux, j'ai mis le pull que je savais que ma mère avait dit une fois me rendre moins sévère et j'ai conduit avec le chauffage à fond et cette stupide flamme d'espoir dans ma poitrine. Peut-être que les choses n'étaient pas parfaites, mais ils étaient toujours une famille, n'est-ce pas? Il neigeait, à peine plus qu'une simple averse décorative plutôt que quelque chose de sérieux, quand je suis arrivé dans leur allée. Je pouvais voir les lumières scintiller dans la fenêtre du salon. Le Golden Retriever a aboyé une fois de l'intérieur, familier, presque chaleureux. J'ai sonné, les cadeaux empilés dans mes bras comme une sorte d'offrande émotionnelle. La porte s'est ouverte. Ma mère avait l'air surprise, pas du genre « Oh, tu es là », plutôt comme si j'étais arrivé tôt à une fête à laquelle je n'étais pas invité. Elle n'a pas souri. Derrière elle, j'ai vu mon frère déjà siroter quelque chose dans un verre en cristal. Sa femme tenait le bébé, qui avait cet air écarquillé et aux joues caoutchouteuses qui vous fait oublier chaque rancune pendant 2 secondes. Je n'ai même pas eu un bonjour. Au lieu de cela, ma mère s'est avancée et l'a dit comme ça, « Tu ne peux pas simplement disparaître. » J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que je pensais que j'avais mal entendu ou peut-être qu'elle essayait d'être dramatique dans cette attitude agaçante de « Ne ruinons pas les fêtes. » Quoi? Tu as ruiné la vie de ton frère, a-t-elle claqué, sa voix plus forte maintenant, tranchant la porte comme si elle attendait toute l'année pour sortir. Elle a fait un geste vers lui comme s'il était un monument. Comprends-tu même ce que tu as fait, ce que cette année lui a coûté? Avant que je puisse répondre, mon père est apparu derrière eux, les bras croisés comme un garde de sécurité de centre commercial en colère. Et puis est venue la phrase, « À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de cette famille. » C'était répété, trop propre. Il devait l'avoir dit à voix haute à lui-même une 12aine de fois avant aujourd'hui, attendant le moment de la prononcer. Et ça a touché mon cœur. Je n'ai pas dit un mot, pas parce que j'étais stoïque ou noble ou courageuse. Je n'ai rien dit parce que je ne pouvais pas parler. Mes mains étaient encore pleines. Je suis resté là avec 5 cadeaux soigneusement emballés et nulle part où les poser. Mon estomac s'est serré si fort que j'avais l'impression d'avoir avalé un poing. J'ai pensé aux jouets pour bébé, au papier d'emballage bleu doux, à l'étiquette manuscrite. J'ai pensé à comment j'avais été là chaque année depuis ma naissance, à comment je m'asseyais près de la cheminée et aidais à accrocher les bas de Noël, à la fois où j'avais accidentellement renversé de la sauce au canneberge partout sur la nappe blanche et avait pleuré pendant 1 heure, et mon père avait juste ri et m'avait dit que c'était la plus belle couleur que cette table ait jamais vue. Mais maintenant j'étais une étrangère avec des cadeaux qu'il ne voulait pas. Alors j'ai hoché la tête, pas par accord, mais parce que j'avais besoin de bouger, de respirer. J'ai fait demi-tour, suis retourné à ma voiture, et placé les cadeaux doucement sur la banquette arrière et suis reparti sans regarder dans le rétroviseur. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je me suis juste assis sur le sol de mon appartement avec une tasse de thé qui s'est refroidie dans mes mains et le son de la joie des fêtes de quelqu'un d'autre qui s'infiltrait à travers mes murs. Je n'ai pas pleuré. Je voulais, Dieu, je voulais, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'était cassé doucement comme un fil que vous ne saviez pas qui retenait tout ensemble. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé quelque chose d'important, parfois, la pire trahison ne vient pas des ennemis, elle vient des personnes qui vous ont autrefois appris à emballer un cadeau, qui ont signé leur nom à côté des vôtres sur une carte de vœux, qui vous ont élevé pour croire que l'amour signifiait se présenter, jusqu'à ce qu'ils décident que ce n'était pas le cas.
Et voici la partie qu'on n'arrive toujours pas à croire, je le pensais. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je suis simplement parti parce que quelque chose en moi savait que ce n'était pas le début de la fin, c'était juste le début. Quand j'étais petite, je pensais que mes parents avaient deux paires d'yeux, une pour mon frère Noah, brillante, fière, cherchant toujours des raisons de se réjouir, et une pour moi, plissant, distante, comme s'ils essayaient encore de comprendre ce que j'étais censé être. Je n'étais pas bruyante, je n'étais pas désordonnée, je ne cassais pas de vélo, je ne grimpais pas sur les comptoirs et je n'avais besoin d'être sauvé de rien. J'étais l'enfant calme, toujours à l'écart avec un livre ou un projet, essayant de ne pas trop demander. Noah, d'un autre côté, était le centre de la pièce avant même d'y entrer, le genre d'enfant que les gens appelaient une poignée avec un rire. Il était charmant, imprudent et pouvait se sortir de presque tout par la parole. Ma mère l'appelait son garçon soleil. Mon père disait, celui-là a de l'étincelle. Quant à moi, je pense qu'ils oubliaient que j'étais dans la pièce la moitié du temps. Le schéma n'a pas changé en grandissant, il est juste devenu plus cher. Noah a abandonné l'université 2 fois, a changé de spécialisation plus de fois que je ne peux en compter. À chaque fois, mes parents ont agi comme si c'était un pivot de vie réfléchi. Il explore juste ses options, disait-il. Au moins, il n'abandonne pas. Quand j'ai obtenu mon diplôme plus tôt et obtenu mon premier vrai emploi, la réponse de ma mère a été « Tu devrais vraiment porter plus de couleurs. Tu as toujours l'air si sérieuse en noir. » Je me disais que cela n'avait pas d'importance, qu'être bonne n'était pas censé venir avec des applaudissements, mais cela vous use au bout d'un moment. Être invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de quelque chose, et ils avaient toujours besoin de quelque chose. Alors j'ai gardé la tête baissée et me suis construit une vie. J'ai travaillé dur, économisé de l'argent et finalement aidé à démarrer une petite entreprise avec quelques amis proches. Nous construisions quelque chose qui aidait les cabinets d'avocats à trier plus rapidement tous leurs papiers. Des trucs ennuyeux en coulisses, rien de tape à accent grave-l'œil, mais ça marchait. Mes parents n'ont jamais demandé ce que je faisais, ils ont juste dit « Elle est douée avec les ordinateurs », comme si j'étais une télécommande qu'ils ne savaient pas comment programmer. Puis la femme de Noah est tombée enceinte. Soudain, tout est devenu urgent. Il est prêt à s'installer maintenant. Il a juste besoin de quelque chose de stable. Peut-être que tu pourrais aider. Ce qu'il voulait dire, c'était lui donner un emploi. Alors je l'ai fait. C'était censé être un court stage, juste quelques semaines d'observation. Je l'ai fait venir dans mon équipe, les présenter à tout le monde, et essayer de le mettre à l'aise. Il est arrivé en retard le premier jour, a dit que la circulation était mauvaise. Nous travaillons à domicile. La deuxième semaine, il sautait des réunions et faisait des blagues pendant les appels d'équipe sur le fait que j'étais si coincé pour une petite sœur. Il n'a même pas duré un mois. Un jour, il a juste arrêté de se connecter. Pas d'appel, pas de merci. La fois suivante où je l'ai vu, il était sur une plage au Mexique, torse nu, tenant une noix de coco, postant sur les médias sociaux à propos de grandes choses à venir bientôt. Sa femme était à la maison avec leur nouveau-né. Une semaine plus tard, il a publié une visite vidéo de leur nouvel appartement, élégant, moderne, avec une vue sur les toits du centre-ville, le genre d'endroit qui ne coûte pas cher. Il a légendé, investissez en vous-même, le monde rattrapera. Mes parents l'ont republié et ont écrit, tellement fiers. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai même pas roulé des yeux. Je suis juste retourné au travail. Nous étions au milieu des tests finaux pour notre produit. Nous n'avions encore rien lancé. Tout était encore calme, protégé, le genre de choses dont on ne parle pas en dehors de son équipe parce qu'on sait à quel point les bonnes idées sont fragiles quand elles prennent encore forme. C'est pourquoi quand j'ai reçu l'email d'une amie d'une autre entreprise, j'ai failli renverser mon café. Elle a juste écrit, je pensais que cela avait l'air familier, et a joint un prospectus. J'ai cliqué, ne m'attendant pas à grand-chose, et il y avait un communiqué de presse d'un concurrent. Il lançait un nouveau produit, quelque chose pour aider les avocats à organiser et à examiner plus rapidement les documents. Même concept, même mise en page, mêmes arguments de vente. Même les captures d'écran ressemblaient aux nôtres, comme si quelqu'un avait pris notre travail, ajouté un nouveau logo et l'avait appelé le leur. Au début, je pensais que j'étais paranoïaque. Il n'y a que tant de façons de rendre un tableau de bord de logiciel propre, mais ensuite j'ai vu un organigramme visuel, une structure que j'avais passé des semaines à concevoir, une qui n'était pas standard dans l'industrie. C'était la mienne.
Personne en dehors de notre entreprise n'avait accès à ce matériel. Nous ne l'avions pas partagé publiquement. Nous n'avions même pas fait de démonstration encore. C'était le nôtre et quelqu'un l'avait pris. Il n'y avait qu'une poignée de personnes qui avaient accès à nos fichiers de début de phase. Je ne voulais pas y penser, ne voulais pas faire ce saut, mais la chronologie était trop nette, les similitudes étaient trop précises et j'avais laissé Noah accéder à notre système. Je n'avais même pas pensé à restreindre son accès quand il a rejoint. C'était censé être temporaire, non rémunéré, observation de base, mais je n'avais pas verrouillé les dossiers. Je n'avais pas imaginé que j'en aurais besoin. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement à fixer le prospectus pendant ce qui m'a semblé des heures. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me sentais juste vide, comme si quelqu'un avait vidé le milieu de moi et avait laissé la coquille derrière. Je voulais croire que c'était une coïncidence, que je tirais des conclusions hâtives, qu'il y avait une autre explication, mais je savais mieux. Et je n'en avais encore parlé à personne, pas à grand-père, pas à mes amis, pas même à moi-même à voix haute. C'était le 23 décembre. J'étais censé partir pour le dîner de la veille de Noël le matin. J'avais déjà emballé les cadeaux, un pour chacun d'eux, y compris un jouet mou pour le bébé de Noah que j'avais commandé il y a des mois, à l'époque où je croyais encore que je faisais partie de cette famille. J'ai regardé la boîte assise près de la porte et me suis demandé si j'y irais quand même, parce qu'une partie de moi, la partie qui avait toujours continué à se présenter, voulait encore croire que j'avais tort, que peut-être cette fois, je entrerais dans une maison où je n'aurais pas à gagner ma place, que peut-être il finirait par me voir. Au moment où je me suis présenté à Noël, je n'avais vu aucune preuve, ni les reçus, ni les emails, ni la confirmation que mon frère m'avait pris quelque chose et l'avait vendu comme si c'était à lui de le donner. Mais j'avais demandé à l'avocat de notre entreprise de se pencher dessus discrètement, juste au cas où. Il s'avère que juste au cas où était sur le point de faire exploser toutes mes vacances. Ce que je ne savais pas ce matin-là, les sacs de cadeaux serrés dans mes mains, la neige barbotant à l'arrière de mes bottes, c'est que notre avocat avait déjà contacté le concurrent. Juste un avertissement juridique poli, rien de nouveau, clair encore, mais ça n'est pas resté poli longtemps. Parce que le concurrent, il s'avère, prenait le vol de propriété intellectuelle très au sérieux. Ils avaient contacté Noah, et Noah, étant Noah, n'a pas appelé pour se dénoncer. Il a couru voir nos parents d'abord, pleurant sur le fait que j'essayais de le ruiner, que j'avais toujours été jalouse, que j'avais piraté ses plans d'affaires et que j'en avais fait un gâchis juridique. Alors quand je me suis présenté avec des cadeaux choisis à la main, de vrais cadeaux, pas des bougies réoffertes ou des chèques cadeaux Amazon, je suis entré dans une tempête qui s'était préparée dans mon dos. Tu ne peux pas simplement disparaître, a claqué ma mère avant même que je n'enlève mes 2 bottes, et mon père, Dieu bénisse son cœur constamment sans épine dorsale, a ajouté, à partir de maintenant, tu ne fais plus partie de cette famille. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste retourné, suis retourné à la voiture et suis reparti avec les cadeaux toujours dans le coffre. J'ai dîné seul ce soir-là, des restes de pad thaï et un verre de vin. Le vin était bon, le pad thaï pas tellement. 3 jours plus tard, la confirmation est arrivée comme un accident de voiture au ralenti. Notre avocat a appelé et n'a même pas essayé d'adoucir le coup. Oui, et l'Eliana, il a tout téléchargé, code source, notes internes, diagrammes, dont certains filigranés. Il a vendu l'ensemble à un concurrent pour 350 000 $. Je n'ai rien dit. Il a continué à parler. Il a prétendu l'avoir développé lui-même et avoir embauché une équipe de pigistes pour le construire. Ce qu'il ne savait pas, bien sûr, c'est que votre produit est breveté à votre nom. Elle s'est arrêtée. Ils ferment le projet avec effet immédiat et ils sont furieux. Ils veulent récupérer leur argent plus des dommages et intérêts. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise sur le sol de mon minuscule appartement et j'ai fixé le mur pendant environ 10 minutes. Je ne me souviens pas avoir respiré. Noah m'avait volé, mais pire que ça, il avait traîné mon nom dans la boue pour le couvrir. Et nos parents l'avaient cru. Quand le téléphone a sonné à nouveau, je savais déjà qui c'était. Et l'Eliana, a-t-elle dit du même ton qu'elle utilisait quand j'oubliais d'envoyer une carte d'anniversaire à son partenaire de bridge. J'ai entendu parler de Noah. Il a des difficultés. Des difficultés. C'était le mot qu'elle a utilisé. Pas voler, pas mentir, avoir des difficultés. Vous devez comprendre, a-t-elle continué, qu'il était sous pression avec le bébé, le loyer, essayant de construire un avenir pour sa famille. J'ai failli rire. Je ne l'ai pas fait. Et vous êtes allé aggraver les choses, a-t-elle dit.
Vous auriez dû venir nous voir au lieu d'impliquer des avocats. J'ai cligné des yeux. Vous voulez dire au lieu de protéger la chose que j'ai passé des années à construire, ai-je dit calmement. Ce n'est pas la question, a-t-elle claqué. Vous faites toujours tout tourner autour de vous. J'ai raccroché. Pas par rage, pas pour le drame, j'ai juste raccroché, comme mettre fin à un mauvais film à mi-chemin. Et puis j'ai tout arrêté. Les paiements mensuels que je leur avais envoyés pour les aider avec leur hypothèque, disparus. Les transferts Venmo discrets à Noah quand il prétendait que sa carte était bloquée à nouveau, terminés. Je n'ai pas envoyé de lettres, je n'ai pas fait de discours. J'ai juste arrêté. Il y a un certain silence qui s'installe après que vous ayez arrêté d'essayer de gagner l'amour des gens. Pas le genre paisible, pas au début. C'est le genre qui claque comme un réfrigérateur qui vient de perdre le courant. Le silence vous rappelle à quel point tout était bruyant auparavant. J'ai laissé le silence rester et je suis retourné au travail. 3 jours après Noël, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver toute ma famille debout sur le porche avec des valises. Noah a eu le culot d'avoir l'air ennuyé, comme si je les avais fait attendre trop longtemps. Ma mère avait ce sourire fragile qu'elle utilisait quand elle essayait de paraître raisonnable pour les voisins, et mon père tenait une mijoteuse, ce qui, je suppose, était son idée d'une offrande de paix. Juste pour quelques jours, a dit maman joyeusement en s'avançant comme si c'était l'enregistrement d'un hôtel. La maison est en cours de rénovation, vous savez, pour la préparer à la vente. J'ai cligné des yeux. Vous vendez la maison? Elle a hoché la tête comme si je devais être fier. Nous avons une société de mise en scène qui arrive. Peinture fraîche, nouveau luminaire, ce genre de choses. Nous ne pouvons évidemment pas y rester pendant qu'il travaille. C'est le chaos. Noah a roulé des yeux. C'est littéralement de ta faute si nous devons faire ça. Et nous avons pensé, a continué maman en l'ignorant, que c'était logique de venir ici. Tu as de la place et bien, tu dois quelque chose à ta famille. Elle n'a même pas demandé. Il est juste entré. Papa a suivi, tenant toujours la mijoteuse. Noah a fermé la marche, marmonnant quelque chose sur le besoin de Wi-Fi. Je suis resté figé, les regarder se disperser dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je finalement dit. Noah s'est affalé sur mon canapé. Tu as tout ruiné, Aliana. C'est le moins que tu puisses faire. J'ai senti que quelque chose s'était cassé à l'intérieur, pas le genre de claquement dramatique de télé-réalité, juste la clarté. Je me suis tourné vers ma mère. Vous avez passé toute ma vie à trouver des excuses pour lui, chaque erreur, chaque mensonge, chaque fois qu'il brûle quelque chose, vous avez trouvé un moyen de blâmer quelqu'un d'autre, généralement moi. Il s'est raidi. Vous ne l'avez pas protégé, ai-je dit calmement. Vous l'avez encouragé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Le genre de silence qui ne vient que lorsque quelqu'un n'a jamais eu à répondre de rien. Je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la sécurité. Ils étaient là en 10 minutes, pas de menottes, pas de cris, juste une escorte polie mais ferme hors de mon appartement. Ma mère a crachoté tout le temps. Mon père avait l'air embarrassé. Noah m'a accusé de laisser des étrangers manipuler les affaires de son bébé. Le bébé n'était même pas là. La femme de Noah non plus. Cela m'a fait me demander s'ils étaient encore ensemble. Quand la porte s'est claquée derrière eux, j'ai expiré un souffle dont je n'avais pas réalisé que je le retenais. C'était la dernière fois que je les voyais en personne. Des mois se sont écoulés. La nouvelle m'est finalement parvenue par le bouche à oreille. Ils avaient vendu la maison, utilisé l'argent pour rembourser le concurrent et éviter des accusations criminelles pour Noah. Je suis sûr que mes parents ont appelé ça un sacrifice familial. J'appelle ça de l'encouragement. Ils l'ont fait, et ça leur a tout coûté. Ils ont emménagé dans un logement à louer. La femme de Noah l'a quitté peu de temps après. J'ai entendu dire que ce n'était pas seulement le procès. Elle avait trouvé des messages de ses petites vacances en solo, des messages qu'il avait oublié de supprimer. Je n'ai pas souri quand j'ai entendu ça, mais je n'ai pas pleuré non plus. Un après-midi du début du printemps, j'ai reçu un appel de l'avocat de grand-père. Mon grand-père était toujours vivant, vif comme jamais. Il avait 96 ans et insistait toujours pour tondre sa propre pelouse, même si le responsable du quartier ne cessait de l'avertir. « Eliana, a dit l'avocat, votre grand-père m'a demandé de vous informer qu'il a mis à jour son testament. Tout vous reviendra maintenant. » J'ai cligné des yeux. Tout ?
Je me demande si mes parents comptaient sur cet héritage quand ils ont décidé de vendre leur maison pour rembourser la dette de Noah. Je suis sûr qu'ils le comptaient. Ça me donnait presque envie de les plaindre, presque. Je pense que mon grand-père était le seul qui m'ait jamais vraiment vu. Quand j'avais 9 ans et que j'apprenais à coder, c'est lui qui m'a donné son vieux portable et a dit « Construis quelque chose, ne fais pas attention, ne va pas jouer dehors, construis ». Il a vu ce que mes parents ont refusé de voir, apparemment. Quelques semaines plus tard, j'étais assise sur mon nouveau balcon, petit, ensoleillé, à moi, quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant a fait se tordre mon estomac, l'ex-femme de Noah. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Et, a-t-elle dit, je n'appelle pas pour de l'argent. J'ai ri, court et aigu. C'est une première. Je voulais juste que tu saches que je l'ai quitté pour de bon. J'ai découvert ce qu'il a fait, tout ça. Et je suis désolé. Je n'ai rien dit. Je n'attends rien de toi, a-t-elle continué. Je voulais juste dire que si tu veux un jour faire partie de la vie du bébé, j'aimerais vraiment ça. Ça a touché plus fort que je ne m'y attendais, pas l'offre, le fait qu'elle ne demandait rien, qu'elle ouvrait simplement une porte. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Et je le pensais. Quand j'ai raccroché, je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé le mur dans mon bureau. D'un côté, la confirmation du brevet original. À côté, une photo de mon grand-père et moi, tous les deux plissant les yeux au soleil, des fils et des outils éparpillés sur la table de la cuisine. En dessous, une autre chose, une note. Tu construiras ce que personne ne voit aujourd'hui. Et je l'ai fait. Merci d'avoir écouté. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Eliana a-t-elle bien fait de s'éloigner ou aurait-elle dû gérer les choses différemment? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé écouter, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.